je vais remettre mon chapeau de maître de cérémonie pour vous présenter notre deuxième panel, Infrastructure d'eau et développement du territoire, enjeux et perspectives. Il sera animé par Mme Isabelle Melançon, qui est présidente directrice générale de l'Institut du développement urbain du Québec. Donc, je vais l'inviter sur scène, Mme Melançon, avec ses trois panélistes, à savoir le maire de Laval, M. Stéphane Boyer, le maire de l'arrondissement de Saint-Laurent, Alan Dessoussa, et le président directeur général de Réseau Environnement, M. Mathieu Lanneville. On peut les applaudir. Merci beaucoup. Merci Massimo pour cette invitation aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être parmi vous pour vous parler bien sûr des infrastructures en eau qui ont un rôle tellement déterminant et critique pour le développement urbain, bien entendu, le développement économique et le développement, quand on parle d'environnement, là, puis on vient de parler d'eau et d'environnement, je trouve que la symbiose est parfaite pour introduire ce panel. Je veux juste vous rappeler que la valeur de remplacement des infrastructures en eau, qui est assez vieillissante, au Québec, c'est de 197,6 milliards de dollars. Donc, on parle de beaucoup d'argent. Hier, je participais justement au Forum stratégique des grands projets de la SCMM. Stéphane, tu étais là aussi. Et j'ai entendu la présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec, Sophie Larivière-Manta, mentionner hier que la majorité des infrastructures qui se retrouvent sur le territoire au Québec ont été bâties dans les années 60-70. Donc, elles sont vieillissantes, ces infrastructures-là, et il y a eu beaucoup de sous-financement à travers les années, malheureusement. Donc, il y a un étranglement qui se fait tant sur le développement des logements, qui est possible alors qu'on est en pleine crise du logement et en pleine crise d'abordabilité, et ça vient mettre une pression supplémentaire sur les municipalités. Dans le fond, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus de 43 municipalités qui ont dû refuser près de 36 000 logements parce que leurs infrastructures ne permettaient pas d'accueillir du nouveau développement. C'est assez impressionnant, voire triste. Il y a eu plus de 20 projets économiques aussi qui ont été refusés. Alan, je pense à chez vous, là, où il y a un parc industriel très important. Donc, je pense que la conversation qu'on va avoir aujourd'hui va être porteuse pour la suite des choses. Dans un contexte où on est en préparation, le préélectoral du côté du gouvernement du Québec, je pense que plus que jamais, on doit s'allier. Et là-dessus, Mathieu, j'aimerais ça te laisser la parole parce que je pense que ça prend un front commun rapidement sur un sujet qui vaut beaucoup de sous. Là, je vous rappelle, le 197 milliards, ça marque quand même les esprits. Est-ce que tu penses qu'il y a un appétit actuellement pour que les gens puissent se mettre ensemble sur ce sujet-là? Oui, il y a un appétit comme j'ai jamais vu en 15 ans dans le domaine. Puis je pense que c'est grâce avec des élus, des associations comme les tiennes aussi, Isabelle. Dernièrement, avec Alan, à la Journée mondiale de l'eau, avec Bruno Marchand qui était là ce matin, avec l'UMQ, la FQM, on était présents pour dire comment c'est important, puis on s'alliait tous les experts et les élus municipaux pour dire c'est important, on sonne la cloche d'alarme. Massimo était justement à l'événement. Et c'est important qu'on s'allie ensemble, c'est en partenariat qu'on va le démontrer, cette chose-là. Avec Isabelle aussi, on est sur le groupe tactique sur les infrastructures en eau, où est-ce qu'on démontre qu'il y a une crise du logement. Si on veut construire ces logements-là, je sais que Stéphane t'a fait une superbe annonce, plus de 1000 logements, le plus gros parc de logements abordables au Québec. Il y a des beaux projets qui se font, les écoles, les hôpitaux, mais pour qu'on puisse faire ces projets de construction-là, mais ça reprend un service essentiel, qui est des services en eau, de l'eau potable et un traitement des eaux usées. Alors oui, c'est important qu'on se mobilise là-dessus, puis oui, on sent vraiment une mobilisation. Elle est d'autant plus importante, tu l'as mentionné Isabelle, à l'aube des élections provinciales, et c'est pour ça qu'on fait vraiment beaucoup de représentation auprès de l'ensemble des partis politiques pour que ça devienne un enjeu aux prochaines élections. C'est pas tout le temps sexy. Ce matin, ils nous l'ont dit, là, c'est pas nécessairement ça qui fait gagner les élections. On le voit pas. Tu as parlé de 200 milliards quand même d'actifs municipaux au Québec. C'est une de nos plus grandes richesses collectives. Avec tous nos tuyaux, si on les mettait bout à bout, on ferait 2,5 fois le tour de la planète. C'est pour vous dire, là, c'est au-dessus de 100 000 km de conduite eau potable, eau usée, eau pluviale. Alors, il y a un patrimoine qui est là, mais il faut en prendre soin. Et l'état, justement, de ce réseau-là, tu l'as analysé quand même, là, c'est un état de décrépitude avancé?
Tout à fait. On a 20 milliards actuellement de déficit de maintien d'actifs, c'est-à-dire 20 milliards d'infrastructures qu'on regarde qui sont en mauvais ou très mauvais état. Alors ça, c'est très préoccupant parce que c'est de la gestion de risque. C'est de la gestion de risque, pas juste financière. Tu sais, on parle de 20 milliards, c'est pas comme un budget d'un gouvernement qu'on dit on a un déficit de dollars. Là, il y a un impact majeur. Il y a un impact sur la gestion de risque. On l'a vu, Alan a eu un bris spectaculaire à Montréal l'été passé, un bris spectaculaire qui arriverait devant un hôpital avec des gens qui sont sur des soins de dialyse, ça a un impact sur la vie des gens. On parle d'un bris spectaculaire qui arrive dans un quartier résidentiel où est-ce qu'il y a un feu, puis qu'on n'est pas en mesure par la suite de pouvoir éteindre ce feu-là parce que le feu, les pompiers s'alimentent avec la protection incendie sur le réseau d'aqueduc. Mais c'est un risque. Puis ça, cette gestion de risque-là, mais plus qu'avec le temps, mais elle augmente. Puis qu'est-ce qu'on prévoit en ce moment, les analyses, c'est que d'ici les 10 prochaines années, notre déficit va encore augmenter de 30 si on ne change pas la donne actuelle, parce qu'actuellement, on finance 40 seulement du financement qu'on devrait mettre pour les services en eau. Et là, je me tourne vers vous, messieurs, à titre d'élus. Quand on voit que la facture peut être si grande, je ne pense pas que les municipalités à elles seules soient capables justement de payer toute la facture à elles seules, là. De ton côté, Stéphane, là, à Laval, c'est quoi l'état de ton réseau? Parce qu'on l'a dit, puis je fais juste te rapporter les dires de Bruno Marchand ce matin, là, qui disait « Avoir des grues, c'est une bonne affaire dans une ville, ça veut dire qu'il y a du développement. » Là, on a vu le super titre, il y a des grues à Laval actuellement, mais comment ça se passe en dessous dans ton réseau? Oui. Bien, puis tu sais, je pense que pour renforcer le point qui vient d'être dit, notre réseau d'aqueducs d'égouts avec nos rues, c'est probablement le squelette de notre société, de nos villes. Puis je pense qu'il y a, en effet, ce squelette-là, il est mal en point parce qu'il date des années 60, puis il a besoin d'être réparé, il a besoin d'être entretenu, il a besoin aussi de s'agrandir à certains endroits. Mais malheureusement, c'est pas très sexy d'en parler. C'est pas ça qui génère des votes, mais on a un choix de société extrêmement important à faire dans la prochaine élection. Est-ce que les partis politiques provinciaux vont s'attarder sur comment on va s'habiller, qu'est-ce qu'on va promettre comme nouvelles chaussures pour le prochain mandat, ou est-ce qu'on va s'intéresser au squelette? Puis le problème, c'est que les villes, on aimerait bien jouer le rôle de l'entretenir, ce squelette-là, mais il y a une disproportion entre les responsabilités et les ressources. Une famille au Québec, quand on regarde qu'est-ce qu'une famille moyenne paye en taxes et en impôts, il y a juste à peu près 7 à 8 qui vont vers les municipalités. Le reste, c'est des impôts provinciaux, fédéraux, c'est la TPS, c'est la TVQ. Donc, les villes, on a juste 7 à 8 des revenus gouvernementaux, si je peux dire. Mais on nous donne la responsabilité d'entretenir et de construire 60 de toutes les infrastructures routières et d'aqueducs et d'égouts. Puis il est là le nœud du problème. On doit s'occuper de quelque chose sans avoir les outils pour le faire, sans avoir les ressources pour le faire. Donc la marche à monter, elle est immense, elle est grande. Puis c'est un peu ironique parce que comme élu municipal, je me rappelle très bien, il y a 2 ans, quand le premier ministre disait « les villes, c'est des quêteux », bien, je comprends qu'ils sont tannés de nous entendre dire « s'il vous plaît, on a besoin d'argent », mais c'est parce qu'il y a une inéquité dans la façon que les ressources sont partagées. Mais au-delà de ça, il y a aussi une grande difficulté. Même le peu qui existe en ressources, c'est dur d'y accéder. Les villes, on doit appliquer à travers 220 programmes de différents ministères qui ont toutes leurs normes, qui ont tous leurs critères, qui ont tous leurs moments d'appel d'offres. Donc, c'est très, très, très dur d'aller chercher les ressources. Donc, ça nous met dans une posture difficile. Puis, pour revenir peut-être plus localement à Laval, les choses vont relativement bien. On a de la capacité résiduelle, mais qui fond comme neige au soleil. C'est-à-dire on nous a dit de construire plus de logements, on en fait 2 fois plus. Mais par exemple, dans le centre-ville, on a une capacité encore pour environ 10 000 logements avant de devoir agrandir l'usine d'eau potable. Mais là, on augmente rapidement les mises en chantier. Donc, c'est sûr qu'on voit notre buffer de 10 000 diminuer. Donc, il faut être prêt à aller de l'avant avec les projets. C'est certain qu'il y a des secteurs où on a moins de capacité, mais ce n'est pas toujours une mauvaise chose. C'est-à-dire qu'on ne veut pas favoriser l'étalement urbain non plus. Il y a des secteurs que, oui, en ce moment, on dit aux promoteurs, désolé, on n'amènera pas de tuyaux, mais c'est souvent des secteurs aussi où est-ce que c'est des milieux naturels, c'est plus excentré, loin des boulevards, loin des transports en commun, donc c'est correct. Ou ça fait notre affaire, c'est-à-dire que ce n'est pas des milieux qu'on veut développer non plus. Mais il faut être stratégique où on veut investir dans le réseau, mais les ressources, il faut qu'ils suivent.
on parle en plus de nouvelles responsabilités. Quand tu parles du 7 seulement pour les municipalités, en plus, vous avez des nouvelles responsabilités. Je pense notamment à toute la problématique de l'itinérance. Alan, chez vous, comment ça se passe sur le terrain? Est-ce que vous êtes encore capable d'accueillir justement du développement, qu'il soit dans un parc industriel ou encore résidentiel? Bien sûr. À Montréal, on est prêt. Mais là, je pense que la question doit être fondamentale. Ça va être quels sont des objectifs qui sont visés. Si on regarde tous les divers mots sociétals, itinérance, par exemple, tout le monde semble avoir un consensus, dire oui, ça passe par les logements. Mais quelles sont les conditions préalables qui sont nécessaires pour mettre en place, pour s'assurer qu'on a des logements? C'est des infrastructures. Tu ne construiras pas des condos, des logements abordables, des logements sociaux ou autres si vous n'avez pas le moyen pour soit alimenter. Deuxième volet, aussi, on a vu un grand intérêt pour la densité. Si on met des grandes infrastructures en place, comme de transport, il faut densifier. Si on fait une densification, oui, il y aura un besoin pour être capable d'avoir des infrastructures qui peuvent supporter cette densité. Donc, je pense qu'il y a 3 volets. Il y a le volet de par quel moyen on peut faire les infrastructures qui sont vieillissantes, sont en place, qui sont déjà adéquates pour desservir la population existante. Quels sont les éléments qui doivent être redéveloppés pour tenir compte des nouveaux entités comme la densité. Et troisièmement, les nouveaux développements, par quels moyens on fait ça pour s'assurer que ça va être toujours dans la même fourchette que Stéphane avait parlé tantôt. On n'a pas eu un élargissement de cette fourchette-là. Donc, je pense qu'on a un défi. À Montréal, on est actuellement très bien positionné. On a une bonne connaissance de nos actifs. On sait exactement où, utilisant la technologie, avec un diagnostic. Mais c'est sûr et certain, ça qui nous retarde, c'est la certitude, la prévisibilité qui vient des autres paliers gouvernementaux. Il y a un besoin urgent. On a vu tout récemment que le ministre Jean Boulet dire qu'il va accélérer les ententes au niveau fédéral pour avoir des ententes rapides. Mais garde, vas-y le plus vite possible. On a besoin qu'au moins l'argent ne dort pas à Ottawa. On a besoin que l'argent rentre au Québec et le robinet ouvre pour que les villes qui ont des plans de match peuvent rapidement passer à l'action, toujours avec l'objectif d'atteindre les objectifs gouvernementaux. Bien, tu as tellement raison. Puis la plupart du temps, entre le moment où il y a une entente, puis qu'on sait qu'il y a des centaines de millions de dollars qui sont annoncés, puis le moment où ça arrive dans la municipalité, il s'écoule pas mal de temps. D'ailleurs, ça me lance sur la prochaine question. Moi, j'aimerais ça savoir, qu'est-ce qui vous empêche concrètement, actuellement, là, d'aller plus vite? Qu'est-ce qui nous empêche collectivement d'aller plus vite? Est-ce que c'est le financement? Est-ce que c'est la gouvernance? Est-ce que c'est le manque de planification? Stéphane, peut-être? Oui, ben, je crois qu'une des choses, les villes doivent être prêtes et doivent avoir bien étudié leur territoire. Nous, à Laval, on a fait une étude super intéressante qu'on appelle la planification intégrée. On va pouvoir bientôt rendre publiques les conclusions, mais ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu quantifier pour chaque secteur à développer ou à redévelopper, c'est quoi les besoins en infrastructure en termes de rues, d'aqueducs, d'égouts, de parcs, d'écoles. Et on est venu quantifier qu'est-ce que ça va rapporter en revenus de taxation lorsque développé à son plein potentiel en fonction du zonage. Puis ce que ça nous indique, c'est qu'il y a des quartiers qu'on a peut-être besoin d'investir 40 millions de dollars, mais que ce 40 millions-là va être remboursé en 7 ans. Puis il y a d'autres quartiers que ça va prendre peut-être 60 ans à rembourser le coût des infrastructures. Donc ça, pour nous, d'avoir cette information-là, c'est crucial parce que pour nous, ça devient très clair c'est où qu'on veut développer puis où qu'on ne mettra pas d'énergie. Puis c'est où que le dollar payé en taxes va aller le plus loin. Donc ça, je pense que chaque ville devrait avoir cette planification-là intelligente du territoire. Mais le problème, le bas blesse à l'étape suivante. Pour nous, c'est très clair maintenant où on doit intervenir en priorité, mais l'argent n'est pas toujours là. Donc, je vous donne un exemple concret. On est prêt à agrandir l'usine, notre principale usine d'épuration à Laval qui traite 75% des égouts lavallois. Un projet d'environ 334 millions de dollars. On innove, on va en conception-construction, donc ce n'est pas un appel d'offres traditionnel, il y a une seule étape, on est prêt à la lancer, mais le gouvernement n'est pas prêt à confirmer les budgets. Et ça, c'est un problème parce que c'est sûr que les gens qui vont appliquer à l'appel d'offres, s'ils ne sont pas sûrs d'être payés à la fin de la journée, ils n'appliqueront pas.
ou ceux qui vont appliquer vont se mettre ils vont intégrer le risque dans leur coût. Donc, on est allé en règlement d'emprunt au dernier conseil de ville pour emprunter nous-mêmes 334 millions en attendant d'avoir la confirmation d'avoir les subventions. Normalement, ce genre de projet-là est subventionné aux 2/3, donc on s'attend à avoir la même ordre de grandeur parce que la ville ne pourrait pas supporter toute seule le poids de toutes les rénovations de ces usines, mais c'est les choix devant lesquels on est confronté, ou est-ce que là, on est allé emprunter 1/3 de milliard qu'on ne devrait pas assumer seul normalement, mais on veut sécuriser le marché pour avoir des bons prix. Mathieu, je te vois là, puis je me doute où tu t'en vas. Vas-y, parce que justement, sur la prévisibilité, puis les programmes, je pense que... Tout à fait. Puis Bruno Marchand en a parlé ce matin. Il a parlé des grues, quand il a parlé de toi, Stéphane, qu'on aimait tous les grues, puis la densification. Mais il a parlé aussi de l'aspect qu'en ce moment, comme tu l'as mentionné, de la prévisibilité, puis d'avoir un bon plan de match, on l'a au Québec. Ça s'appelle des PGA, des plans de gestion d'actifs. Toutes les municipalités au Québec se sont dotées de cet outil-là qui nous donne une vraie bonne vision. Mais c'est comme si on faisait l'analogie avec une voiture. On a un volant puis un moteur. En ce moment, les municipalités, comme gouvernement de proximité, ils ont les deux mains sur le volant puis ils savent qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire. Mais ils ont besoin d'un financement comme moteur pour pouvoir propulser ça. Mais on sait actuellement où est-ce qu'on... Si on avait, je ne veux pas dire de l'essence, mais je vais dire de l'électricité dans notre moteur, si on avait de l'énergie dans notre moteur, bien, les municipalités en ce moment, ils ont cet outil-là qui est en place. Puis les municipalités, je pense qu'en termes de gouvernement de proximité, sont les mieux placées pour savoir la rue résidentielle, c'est quelle rue qu'on a à changer, c'est quelle infrastructure qu'on a à modifier. Ils sont super bien placés, ils ont les connaissances, mais il faut faire confiance. Puis c'est pour ça que c'est pas Alan, c'est pas Stéphane qui va dire tout seul, moi je vais m'autofinancer, je vais faire ça, ils ne peuvent pas faire ça. Ça prend vraiment un leadership de Québec, comme on l'a vu en Ontario, comme on l'a vu dans plusieurs autres juridictions. Malheureusement, l'Ontario, si on regarde l'histoire, au début des années 2000, il y a fallu qu'il y ait un incident qui s'appelle Walkerton. Malheureusement, il y a eu des morts pour qu'après ça, le gouvernement de l'Ontario a dit c'est fini, on va mettre de la réglementation, puis on va s'assurer qu'il y a un financement adéquat des services d'eau. Depuis ce temps-là, les Toronto Water s'autofinancent sur les services d'eau. Ils prennent l'argent de la TECQ, de la taxe d'assises sur l'essence, puis ils la mettent sur le transport collectif parce qu'ils ont réglé l'enjeu de l'eau. Nous autres, au Québec, on est encore aux prises avec ces gros enjeux-là. On ne voudrait pas arriver à un incident en ce moment. On sait que c'est de la gestion de risque qu'on joue en ce moment. C'est un gamble qu'on prend à chaque jour de ne pas mettre l'épaule à la roue pour régler cet enjeu-là. Je pense qu'on a besoin de bien appuyer nos municipalités avec un leadership provincial. Alan, comme ça fait à peine quelques mois que tu es élu, c'est vrai, c'est en novembre, hein? C'est tout nouveau. Je t'ai élu avec une page en blanc à partir du 2 novembre, donc je pense que je regarde ça avec les yeux très, très ouverts. mais je fais la blague parce que je te fais un clin d'œil. Tu es là quand même depuis plus d'une vingtaine d'années comme élu. Tu le sais qu'il y a un problème systémique actuellement dans les infrastructures. Tu vois ça comment? La problématique, c'est un manque de financement qui est chronique, une mauvaise planification. Il est où le problème? Il faut avoir une discipline à tous les 3 paliers gouvernementaux pour être capable de s'assurer que les plans qu'on met en place, ce que Mathieu a parlé tantôt, sont là et on vise l'objectif et puis avoir une capacité qui est capable, année après année, avec un financement pérenne, pour être capable de continuer de maintenir une plan de match. À Montréal, par exemple, nous en avons un plan pour 10 ans. C'est-à-dire, on sait exactement où on va y aller, on sait exactement quel est l'état de nos actifs, où sont les points faibles, où sont les points forts. On sait exactement où on doit faire l'intervention, mais la question était que d'en avoir un financement pérenne, ça va être nécessaire. Chez nous, il y a à peu près 15 milliards de dollars qu'il faut dépenser, pour laquelle on a identifié juste 2/3 de ça. Donc, il reste encore un chemin à faire, mais on sait très bien que l'argent dort ailleurs et on souhaite ardemment que cet argent soit mis à la disposition de la Ville. Deuxième élément que je dois souligner, qu'au-delà des choses qu'on sait déjà, il faut être capable de faire des ajustements avec les changements actuels. Le changement climatique nous met un enjeu autre que tel qu'on avait vécu dans le passé. Par exemple, nous en avons des feux de forêt qui peuvent avoir des effets sur la qualité de l'eau.
On avait des ventes prédominantes qui peuvent affecter l'électricité qu'on a besoin pour alimenter les diverses usines. On a des inondations telles qu'on a vécues dans la rivière de Paris, Antique-Cartierville, Pierrefonds et autres, qui mettent en danger nos usines de production de l'eau potable. Et donc, si on ne tient pas compte de ces nouveaux éléments-là et faire les mesures non seulement de remettre nos actifs à jour, mais aussi tenir compte quelles sont les nouveautés qui s'installent dans l'écosystème, on va faire des erreurs. Et on a besoin d'être capable de jouer sur ces deux pianos en même temps. C'est de plus en plus complexe, c'est vrai, tu as raison, et c'est de plus en plus coûteux aussi. Est-ce qu'on parle suffisamment d'innovation quand on parle justement d'infrastructures en eau? Est-ce qu'il y a... je sais qu'il y a quelque chose du côté du réseau, là, puis tu vas pouvoir en parler, bien entendu, Mathieu, mais est-ce que du côté des villes, on pense aussi, parce que vous êtes prêts avec la facture au final à chaque fois, puis cette facture-là ne cesse de grossir, là, on l'a vu. Comment est-ce qu'on fait quand on est maire de Laval pour dire, OK, là, j'ai une grosse problématique, tu as un territoire qui est assez grand aussi à Laval. Comment est-ce que vous êtes capable de marier l'innovation avec infrastructure en eau? Oui, on doit absolument innover. Puis s'il y a peut-être une chose qui va ressortir de la crise financière que vivent actuellement les différents pays gouvernements, c'est peut-être justement des nouvelles façons de faire. Parce que quand le système ne fonctionne plus, on est forcé de le réinventer et de sortir du statu quo. Fait que je pense qu'il y a peut-être des choses intéressantes qui vont en ressortir. Je donne quelques exemples. Là, autrefois, on tentait de tout canaliser. Les rivières, on les canalisait, puis toute l'eau qui tombe sur le territoire, on le mettait dans le tuyau qu'on envoyait à l'usine de filtration. De plus en plus, il faut traiter l'eau sur place avec des bassins de rétention. À Laval, on a fait un projet il y a quand même une dizaine d'années où c'était super simple. On a demandé à nos 130 000 maisons unifamiliales de débrancher leur gouttière pour pas qu'elle aille dans le driveway, qu'elle se jette dans la rue, qu'elle se jette dans notre système d'égout, puis de juste les mettre vers les fleurs puis vers le gazon. Mais mine de rien, c'est l'eau de 130 000 toitures qui ne cheminent plus dans nos réseaux d'égouts puis qui ne sont plus traités par notre usine d'eau potable, d'épuration. Donc, je pense que ce genre de projet-là doit être fait. Un autre exemple, on regardait récemment un promoteur qui veut redévelopper un centre d'achat. Les égouts qui desservent son site sont près de la pleine capacité. Donc là, les réflexes initiaux de nos ingénieurs, c'est de repenser tout le réseau, de grossir les tuyaux du site jusqu'à l'usine. Donc, on arrivait à des sommes astronomiques puis des délais incroyables. Mais finalement, quand on révise le projet puis qu'on regarde des solutions, comme par exemple, est-ce qu'on peut traiter une partie de l'eau sur le site? Est-ce qu'on peut, par exemple, mettre un réservoir puis pomper l'eau pendant la nuit quand les tuyaux sont moins surchargés? Il y a des façons différentes de travailler qui font en sorte qu'on n'est pas forcément obligé de refaire tout un réseau au complet. Donc, on n'aura pas le choix de passer par là. Et peut-être en terminant, puis je vois qu'Alain aussi, je pense, a des idées à partager. Mais ça reste que fondamentalement, le coût de la construction est élevé, puis il faudra trouver les ressources pour adresser les enjeux. Puis il y a une étude de l'UMQ qui a été faite qui est très parlante, là. Ils ont regardé le budget du gouvernement du Québec, le PQI, entre 2015 et 2025. Et de tous les ministères, l'endroit où il y a, en fait, où il n'y a pas eu d'évolution, c'est les sommes dédiées aux infrastructures municipales. Elles étaient de 6,8 milliards. Les transferts du gouvernement du Québec vers les villes pour leurs infrastructures étaient de 6,8 milliards en 2015. Il est de 7 milliards aujourd'hui. Donc, pratiquement sur place, alors que le PQ du gouvernement du Québec a passé d'environ 80 milliards à 160 milliards et l'a doublé. Donc, en dollars constants, là, on régresse, puis on régresse vite. Alain? Je veux sauter sur la glace sur la question des infras, mais je parlerai peut-être de l'infrastructure verte. Parce que Stéphane a parlé de l'infrastructure grise, et tu as raison. Mais pour être capable d'avoir assez d'argent pour l'infrastructure grise, qui coûte une fortune, il faut aussi voir comment on peut maximiser les bénéfices environnementaux. Donc, souvent, un des éléments qu'on a vécu de changement climatique, il y a beaucoup de l'eau qui tombe, et puis quand ça tombe, ça dépense, surcharge nos infrastructures. Le problème est que nos infrastructures sont bâties pour 365 jours par année. L'eau qui tombe, la pluie, c'est pour 5, 6, 7 jours. Donc, est-ce qu'on a besoin de construire des grandes infras gris pour que 359 jours par année, ça reste vide, et pour les 7 jours ou 6 ou 7 jours dans lesquels on a besoin, comment on peut utiliser ça? Est-ce qu'on peut chercher dans les milieux naturels les services environnementaux?
Est-ce que, pour qu'il puisse absorber le trop-plein, ça nécessite, comme Stéphane a dit, la planification de notre ville, mais pour être capable que ce n'est pas juste une question d'avoir un petit parc éponge ici ou un petit parc éponge là-bas, on parle de grande quantité de l'eau. On est en train de faire un des projets chez nous actuellement où on vise 13 000 mètres cubes qui pourraient être hébergés dans un lit d'un ruisseau qui était sec actuellement. Ça va donner de l'eau au ruisseau, ça va générer un écosystème, mais sur une base temporaire, ça va nous dépanner à la période de haute pluie. Ça, c'est des exemples d'innovation qui est au-delà de matière d'infrastructure grise, mais il faut aussi voir comment on peut utiliser l'infrastructure verte qui est à notre disposition. Et de réduire les coûts, comme vous le mentionniez, tous les deux, là, parce que je pense que c'est important. Mathieu, j'ai une question pour toi. Celle-là n'était pas prévue. Donc, je m'excuse. Je sors un droit de réserve. On aime ça. Est-ce que le ministère de l'Environnement est ouvert à l'innovation pour justement permettre de financer auprès des municipalités de nouvelles infrastructures, mais vraiment innovantes? Il y a de l'ouverture à ce niveau-là. Je pense, entre autres, la gestion de la pression. C'est quelque chose quand j'étais au gouvernement du Québec, justement, aux affaires municipales, ça avait été une maîtrise qui a été financée par le gouvernement du Québec, en collaboration avec Montréal et Laval, entre autres, où est-ce que, dans le fond, notre réseau d'aqueduc, c'est un peu comme notre corps. S'il est tout le temps à haute pression, bien, on pète plus vite, mais c'est la même chose avec nos conduites. Fait que ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on fait dans les municipalités, justement, pour faire de la gestion de la pression. C'est financé par le gouvernement du Québec, où est-ce qu'on réussit à calmer, dans le fond, la pression dans nos réseaux d'aqueduc. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est la nuit, quand il y a peu de consommation, la pression augmente. Puis là, bien, ça faisait beaucoup de bris qu'on voit souvent à 4-5 heures du matin, qu'on voit de moins en moins. On voit de la sectorisation, où est-ce qu'on mesure, tu sais, les maires, ce matin, ils en parlaient, ils parlaient de l'itinérance, qu'on a des données aux 4 ans, puis on en voudrait plus souvent. En eau, on n'a pas beaucoup d'idées de qu'est-ce qu'on mesure dans le secteur résidentiel, qui pourtant consomme 60 de notre consommation. Fait que tout cet aspect-là de la mesure aussi, c'est quelque chose qui se fait en réseau, que les gouvernements peuvent aider. Mais quand même, il y a un enjeu. Puis, tu sais, dans les innovations, il y a même des innovations aussi qu'on peut penser qui ne sont pas juste techniques, mais qui sont aussi au niveau municipal. Dernièrement, avec le président de la FQM, Jacques Demers, il parlait beaucoup de la mutualisation, où est-ce qu'on voit des municipalités, justement, s'entraider entre elles pour mutualiser les services, des connaissances. Ça, c'est un autre bel exemple. Puis tu parlais aussi tantôt, Isabelle, de la présidente de l'Ordre des ingénieurs. Il y a 2 semaines, j'étais sur le panel des affaires avec elle. Elle m'a justement offert ce nœud papillon en béton, fait par les ingénieurs, des jeunes ingénieurs qui font des canoës de béton en béton très léger, ce qui fait qu'on peut faire un nœud papillon avec. Mais sans avoir le coup à terre. Sans avoir le coup à terre. C'est bon, ça. Mais c'est pour dire que le génie québécois, il est présent. Les municipalités, les gens dans les équipes d'Allen, puis de Stéphane, puis toutes les autres municipalités qui se présentent, ils ont les connaissances, ils ont besoin d'une chose, c'est le financement. Puis je challengerais la salle quand même, peut-être pour une petite question, Isabelle, si tu me permets. Celle-là non plus n'était pas prévue, vu que tu nous as fait une pas prévue. À main levée, qui sait à peu près, c'est quoi le coût par mois de leur téléphone cellulaire? À main levée. Qui sait maintenant par mois le coût de l'électricité? Qui sait par mois maintenant le coût des services d'eau? Fait que je pense que ça n'en dit long. Je n'ai pas vu une main levée. Peut-être qu'il y a Scott ici en avant qui aurait une idée. Mais ça me donne quand même une idée, parce qu'en ce moment, un des gros enjeux, Stéphane a mentionné tantôt l'aspect pas sexy, mais c'est sûr que s'il y a quelque chose qui a une apparence d'abondance, une apparence de gratuité, c'est très difficile de dire on va régler un enjeu quand les gens ont de la difficulté à voir qu'il y a un problème. Et ça, je pense qu'on a un travail, nous autres, tous et toutes, ici dans la salle aussi, d'être ambassadeurs, comme on le fait avec le groupe tactique et plusieurs autres regroupements, de mettre la lumière sur cet enjeu-là, parce qu'il y a peu de monde qui le savent, les chiffres que tu as nommés, de dire qu'il y a un déficit de 20 milliards, que ça vaut 200 milliards, c'est un de nos plus grands parcs d'actifs, que c'est 70 des actifs publics, c'est des municipalités, puis qu'on a peu de financement. Je pense que c'est notre rôle d'amener ça en vue des prochaines élections provinciales pour qu'on puisse le régler. Puis un peu comme l'itinérance, on ne le réglera pas demain matin. C'est pas ça qu'on demande aux élus provinciaux, mais c'est de dire, on peut-tu se donner une feuille de route sur 10, 20 ans pour se dire, voici, on n'a peut-être pas réglé le problème demain matin, mais d'ici 10 ans, voici la feuille de route pour y arriver, puis qu'on l'élimine, ce déficit-là, parce qu'on le dit, ce n'est pas juste des dollars, c'est aussi des risques, puis c'est des risques aussi sur la santé humaine. Je tiens à le rappeler aussi, parce qu'on n'y pense pas toujours. Mais quand on ne réussit pas à bien traiter nos eaux usées, mais les poissons, la faune, etc., mais finalement, elle s'envoie, ça a un impact. Puis après ça, on les mange, ces poissons-là. Puis qu'est-ce qui arrive? Mais on voit notre quotient intellectuel actuellement qu'à chaque décennie, il diminue. Ça a été prouvé. Qu'est-ce qu'on voit aussi? Notre fertilité aussi, elle diminue. On le voit de plus en plus, les FIV et compagnie. Fait que c'est tous des enjeux aussi qu'on a sur la santé humaine. Puis c'est ça qu'on laisse en ce moment à nos prochaines générations. Alors, je pense qu'on a un beau projet de société pour faire avancer ça. Mais qu'est-ce qu'on doit changer? Parce que là, on la voit, là, la problématique, elle est bien réelle.
Justement, avec le groupe tactique, il y a des propositions qui ont été lancées, notamment des compteurs d'eau, pas uniquement, mais c'en est un des aspects sur lesquels on s'est penché avec le groupe tactique. Mais qu'est-ce qu'on doit changer? Parce qu'au gouvernement du Québec, on le sait, les finances ne sont pas parfaites. Je pense qu'ils ont des problématiques aussi avec les finances publiques. Du côté du gouvernement fédéral, il y a une volonté, mais c'est lent avant que ça se rende. Tout palier confondu, là, qu'est-ce qu'on devrait changer pour pouvoir arriver avec une solution pour justement s'attaquer à cette problématique-là rapidement? Stéphane. Je pense qu'on doit prioriser qu'est-ce qu'on doit faire. Ensuite, une fois que c'est clair, c'est quoi les priorités, il faut voir est-ce qu'on peut innover, est-ce qu'on peut faire différemment pour que ça coûte moins cher, pour qu'on soit plus rapide à le faire. Puis après ça, il faut prendre le projet à bras-le-corps. Je pense que c'est un petit peu ce qu'on voit en itinérance ou pendant longtemps en habitation. Tu sais, à Québec, ce qu'on disait, ben non, il n'y en a pas de crise d'habitation. Donc ça, il faut que le gouvernement saisisse l'urgence d'agir puis prenne le problème à bras-le-corps. On l'a fait avec l'électricité puis Hydro-Québec. Il y a eu une prise de conscience de « Oh, on commence à manquer d'électricité, il faut un plan Marshall ». Et c'est ce que Hydro-Québec a pondu quand même assez rapidement en disant « il va falloir injecter des sommes massives, mais on a un plan clair de qu'est-ce qu'on veut faire puis comment y arriver ». Mais c'est peut-être ce qu'on a besoin au Québec en ce moment pour des infrastructures en eau. Selon toi, est-ce qu'à Québec, actuellement, on saisit cette urgence-là? Est-ce que avez-vous été capable de l'amener jusqu'à Québec, justement, pour dire, là, on a un problème en infrastructure, puis c'est urgent. Est-ce qu'il y a une écoute? Puis est-ce je vous dirais qu'on est ici aujourd'hui dans cet effort-là de sensibilisation. C'est bien, c'est bien. J'ai vu Chantal Rouleau aussi ce matin, là, puis j'ai dit, tu sais qu'on a un panel très important sur les infrastructures en eau. Elle a souri, mais je pense que le travail, justement, collectif qu'on fait aujourd'hui doit se poursuivre, justement, pour la préparation de la prochaine campagne. Alan, qu'est-ce qu'on doit changer? Regarde, vous avez dit que Québec, ses finances ne sont pas en bon état, et j'ai beaucoup d'empathie pour le gouvernement du Québec. Ayant dit ça, vous avez beaucoup de l'argent qui est là, et pour une raison ou autre, dort. Donc, en anglais, vous avez une phrase qui dit « lead, follow, or get out of the way ». Et bien, je pense que ça, c'est une bonne occasion où les gouvernements qui ne sont pas habitués de réaliser des projets, régler ce qui est important dans leur juridiction et essayer de débloquer l'argent pour les vrais acteurs qui sont sur le terrain, qui réalisent, qui ont le plan de match, qui ont des moyens de le faire, peuvent réaliser les projets. Donc, je pense que vous avez déjà entendu en maintes reprises les délais pour le fameux M30. L'M30, le gouvernement du Québec protège son juridiction. Chaque montant d'argent qui doit être transféré sont bloqués par les débats constitutionnels. Est-ce que nous avons le luxe de continuer de battre sur ça? Ailleurs au Canada, l'argent est dépensé par les villes de Toronto, de Halifax, de partout. Et ils ont leur argent 2 ans, sinon 3 ans avant nous. Et nous, on attend, on a des infrastructures qui tombent en ruine et l'argent dort. Je pense que comme Québécois, comme payeur de taxes, j'exige que nous avons l'accès à l'argent le plus rapidement possible pour le bénéfice pour nos collectivités. On n'a pas le luxe d'attendre, on a une urgence, et puis j'espère que ce sentiment d'urgence va faire sentir par le gouvernement. Puis, si je peux juste mettre de l'emphase, c'est la musique à mes oreilles. Puis, tu sais, je pense, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est qu'au Québec, contrairement dans les autres provinces, le gouvernement fédéral a été au rendez-vous, a sorti le chéquier dans les dernières années. Mais au Québec, contrairement aux autres provinces, le gouvernement provincial s'octroie un droit de dire non, au Québec, je vais décider de comment l'argent fédéral est dépensé. Puis il y a un décalage de 2 à 3 ans entre le moment où le fédéral sort le chéquier et le moment où ça retombe dans les villes. Puis ça, là, quand on parle de milliards en investissement, si tu as 10 % d'inflation par année, c'est comme tu perds des centaines de millions à chaque année, juste parce qu'il y a une chicane entre Québec et fédéral. C'est incroyable. Moi, je me rappelle, j'ai un chargé de projet à la ville pour la rénovation de notre usine de traitement de 334 millions. Il dit chaque année qu'on va perdre, c'est une bibliothèque municipale qu'on ne fait pas. Exactement. À cause de l'inflation. Mais c'est ça qui se passe à l'échelle du Québec. En ce moment, on parle des centaines de millions à chaque année parce que ça prend 2-3 ans s'entendre sur comment est-ce qu'on va dépenser le chèque. Puis vous êtes d'accord avec moi qu'un projet qu'on débute en 2022
pour le finir en 2025. Le coût, au final, ne sera pas le même. Je pense que tout le monde a réalisé ça avec les augmentations de coûts qui sont de tous bords, tous côtés. Donc, chaque jour qui passe, c'est de l'argent qu'on perd, bien entendu. Mathieu, je te vois réagir, là. Oui, puis j'aimerais réagir là-dessus parce que je pense qu'en complément à ce que Stéphane et Alan ont proposé, chez Réseau, ce qu'on propose, à main levée encore, je me permets une petite question, ma dernière, je vous promets. Qui dans la salle est en condo? Puis ça, mais je pense que ça nous parle parce que le problème des condos, on l'a réglé au Québec. On a fait une loi, on a dit maintenant, on va régler le problème des condos. On le voyait qu'il y avait des immeubles privés qui se décrépitaient dans leurs infrastructures. On a créé un fonds de prévoyance puis on a réglé l'enjeu. Si on est capable de le faire pour les immeubles dans le secteur privé, on devrait être en mesure de le faire pour un service essentiel comme l'eau. Et c'est ce qu'on propose chez Réseau Environnement. On croit beaucoup à l'approche partenariat. C'est-à-dire que les municipalités, en termes de gouvernance de proximité, devraient avoir un fonds de prévoyance pour le maintien d'actifs. C'est-à-dire qu'on met une infrastructure en eau. Québec, Ottawa, oui, sont là pour injecter puis dire on vous aide à mettre une nouvelle infrastructure en eau. Mais une fois qu'elle est en place, les municipalités comme gouvernance de proximité sont les mieux placées pour avoir un fonds de prévoyance puis se dire c'est la même règle du jeu partout au Québec pour qu'on puisse entretenir cette infrastructure-là. Et que Québec et Ottawa, ce qu'on recommande, nous autres, c'est qu'ils puissent prendre en charge sur un horizon, par exemple, de 10 ans, tout l'aspect du déficit de maintien d'actifs pour que les municipalités puissent se concentrer sur le maintien d'actifs. Et c'est une approche qu'on a vue à Calgary, entre autres, qui a bien fait ses preuves et que sur un horizon de 10 ans, ils ont pu amener ça. Ils ont amené aussi l'aspect des compteurs d'eau. Tu en as parlé, Isabelle, on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais quand même, les compteurs font partie quand même dans le bac à outils. Et qu'est-ce qui est intéressant, Calgary, ils ont dit on amène une approche volontaire sur les compteurs d'eau. Ils ont dit en ce moment, c'est à peu près 400 $ par porte le coût des services d'eau. D'ici 10 ans, on va monter à 800 $. Ça veut dire une augmentation de 40 $ par année. Ceux qui veulent, celles et ceux qui veulent, vous pouvez lever la main, on va vous installer gratuitement un compteur d'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en 10 ans, 50 à 60 % de la population de Calgary a dit moi, j'en veux un compteur parce que c'est pas vrai que. Moi, Aline me regarde et dit Mathieu, il arrose son asphalte, etc. Tout le monde pense que le voisin il consomme plus. Fait qu'il dit moi, je veux payer pour ma consommation. Ça amène le principe utilisateur-payeur. Puis ça amène justement des économies. Parce que qu'est-ce qui est important aussi quand on parle d'économie, c'est que la plus grande économie qu'on peut faire, c'est l'économie d'eau, c'est de repousser puis d'arrêter d'investir dans du surdimensionnement d'infrastructures. Parce qu'on sait qu'on consomme à peu près 2 fois plus d'eau que ce qu'on voit en Europe. Une fois et à peu près 1,3 fois de ce qu'on pourrait voir dans le reste du Canada. Et ça, au bout de la ligne, c'est des infrastructures qu'on a en trop. L'avantage qu'on a en ce moment, c'est que si on devient efficace dans notre consommation en eau, on va être capable d'amener des nouveaux logements sur des mêmes infrastructures et d'être plus de contribuables sur des mêmes infrastructures. Fait que là, on fait des bons gains d'un point de vue économique. Et l'environnement s'allie avec l'économie. Je veux juste sauter vas-y, sur ça. Mathieu a donné l'exemple de Calgary, et puis d'autres villes ont aussi pris des mesures très proactives. Mais Stéphane et moi, on était à Calgary il y a 2 ans, et en plein été, en pleine canicule, on était là pour une conférence de FCM, et il y avait une bris d'eau majeure à Calgary. On était tous un peu étonnés. Vous s'en souvenez. La ville a commencé à dire « il ne faut pas utiliser l'eau, prenez pas votre douche, faites pas ça, faites pas ça. » Et on est tous comme visiteurs, un peu ébranlés. Le même genre de phénomène est aussi possible ici, à Montréal, à Québec, dans nos villes, où nous avons des infrastructures vieillissantes. Est-ce qu'on veut commencer à donner des consignes à nos citoyennes pour l'été qui s'en vient? Utilisez moins d'eau, faites attention, ne creusez pas ici, on ne vous donne pas permis de creuser pour telle raison ou telle raison. Est-ce qu'on veut faire ça? Mais si on laisse y aller la décrépitude de nos installations, nos infras, mais regarde, on n'aura pas de choix que de le faire. Il nous reste à peine 2 minutes 30, messieurs, puis je pense que j'aurais pu, je savais, j'ai dit, ça va être compliqué d'arriver au bout de nos questions. Si vous aviez une seule action prioritaire pour du court terme, là, pour Laval, Stéphane, je me mets dans ta tête, là, puis tu rêves à quelque chose pour pouvoir justement régler un problème d'infrastructure. L'action prioritaire, ça serait laquelle? Bon, ça va être plate comme réponse, mais avoir de l'argent puis de manière prévisible. Parce que ton analogie était bonne. On a les 2 mains sur le volant, on sait on s'en va où, on sait c'est quoi les projets prioritaires, on sait c'est quoi l'état du réseau. C'est clair pour nous ce qui doit être fait. Ce qui n'est pas clair, c'est quoi qui va être transféré aux municipalités, puis quand. Il nous faut des ressources et de la prévisibilité, puis une simplicité à aller les chercher. Il ne faut pas que ça prenne 2-3 ans, puis 400 critères à remplir pour aller les chercher. Alan? Pour moi, le mot, c'est priorité. Souvent, les gens vont dire « Alan, je vais luncher avec toi. »
Et on dit, oui, oui, on va luncher. Mais si ce n'est pas une priorité, ça ne réalise jamais. Hein? On a dit, moi, je dis, si vous voulez luncher et c'est une priorité, on va fixer un rendez-vous. Pourquoi? Pas parce que je suis trop occupé, mais c'est une priorité pour moi d'avoir la chance de luncher. C'est important. De la même façon, cette notion de priorité doit être reprise par le gouvernement. Est-ce que les infrastructures et de l'eau est priorité pour eux? Et est-ce qu'ils reconnaissent que ça, c'est quelque chose qui est la pierre angulaire pour toutes les autres étapes qu'eux, établir les règles, des cibles, etc. Si effectivement ils reconnaissent cette priorité, je pense que le reste va suivre. Mathieu, 30 secondes. Amener le financement des infrastructures en eau dans les plateformes électorales en vue des prochaines élections provinciales. Je pense que c'est le mandat qu'on peut tous se donner en partenariat ensemble. On a besoin de la CMM, on a besoin de l'ensemble des partenaires pour faire entendre notre voix d'une façon commune. Je pense que si toute l'industrie, tous les partenaires, on est liés sur ce même message clé, qu'on démontre aussi le besoin, mais je pense que ça va être ça la clé pour qu'en vue des prochaines élections, on puisse passer en prochaine vitesse, puis avoir pas juste les deux mains sur le volant, mais avoir aussi de l'énergie dans le moteur. Mais je retiens, puis j'espère que vous allez retenir tout le monde dans la salle aujourd'hui, qu'on doit faire front commun pour pouvoir demander justement les sommes pour réaliser les infrastructures, parce qu'on le dit, c'est pas sexy, mais la journée où quelqu'un va vouloir ouvrir le robinet puis qu'il n'y aura pas d'eau, là, ça va devenir la priorité des priorités. Alors, je nous souhaite beaucoup de succès pour pouvoir porter ce message-là jusqu'au gouvernement du Québec. Et merci encore une fois, Massimo, d'avoir tenu cette très, très belle tribune aujourd'hui. Merci. Bonne journée tout le monde. Merci tout le monde.